Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire Suite. Aristote n'a pas omis davantage les syllogismes hypothétiques dont on a voulu faire honneur encore à ses élèves Théophraste et Eudème. Les syllogismes hypothétiques sont ce qu'Aristote appelle les syllogismes d'hypothèse, de convention. Il en avait traité tout au long dans un ouvrage que le temps nous a ravi, mais que lui-même mentionne dans les premiers analytiques. Livre 1, chapitre 44, paragraphe 4. Seulement, on a douté que le syllogisme d'hypothèse fût pour Aristote ce qu'est pour nous le syllogisme hypothétique. Mais il suffit de consulter avec soin les passages fort nombreux où le philosophe parle des syllogismes d'hypothèse, de convention, pour s'assurer que ce doute n'est pas soutenable. L'exemple même qu'il cite suffit à lever toute hésitation. Il faut ajouter que le syllogisme hypothétique se confond pour les adversaires même d'Aristote avec le syllogisme conditionnel. Ne voit-on pas que c'est là jusqu'à l'expression du logicien grec ? La condition, l'hypothèse, la convention peut être exprimée formellement dans le syllogisme, tout comme elle peut être admise à l'avance, sans que la forme ordinaire du syllogisme en soit affectée. La conclusion n'en est pas moins hypothétique. Ainsi, on peut affirmer, d'après Aristote lui-même, qu'il connaissait nos syllogismes hypothétiques et qu'en outre, il leur donnait la forme que nous lui donnons. Ne la leur eût-il pas donnée, il n'y aurait à ceci presque aucune importance du moment qu'il a remarqué la nature particulière de la conclusion, quand le principe n'est que d'hypothèse ou de consentement exprimé ou sous-entendu. Il ne suffit pas d'ailleurs d'avancer que le syllogisme d'hypothèse, de consentement dans Aristote n'est pas notre syllogisme hypothétique. Il faut dire précisément ce qu'il est, et il serait fort singulier qu'Aristote, en défaut sur une espèce de syllogisme que tout le monde a connu après lui, en eût connu par compensation une autre dont il aurait seul gardé le secret. Il n'y a pas plus de probabilité d'un côté que de l'autre. On peut d'ailleurs suspecter à bon droit des découvertes faites par des disciples qui ont vécu de longues années dans l'intimité du maître. Il ne faudrait pas, sans doute, ravir à Théophraste un mérite qui lui serait justement acquis pour accroître celui d'Aristote qui n'en a pas besoin. Mais dans l'obscurité qui couvre cette question, d'ailleurs peu grave, il semble plus naturel de croire que le maître ait inspiré l'élève bien plutôt que l'élève n'a complété le maître. Le syllogisme hypothétique a donc été connu d'Aristote, tout aussi bien que la quatrième figure, tout aussi bien que l'induction, et ce sont là, n'en déplaise à la critique, des fleurons qu'on ne peut pas même arracher à sa couronne. Mais on adresse aussi à la théorie du syllogisme, telle qu'elle est développée dans les premiers analytiques, l'objection qu'on adressait tout à l'heure à la théorie de la démonstration exposée dans les derniers. Si l'on accepte la doctrine des trois figures, Aristote n'a fait que de la logique appliquée. Pour la démonstration, il s'occupait du nécessaire que la logique pure ne doit pas connaître. Pour le syllogisme, il s'occupe de la modalité des propositions que la logique pure ne doit pas connaître davantage. Ce second reproche n'est pas plus juste que le premier. Et l'exemple de Kant, qui n'a pas exclu la modalité de sa logique, toute pure qu'elle est, devait être un avertissement suffisant. Il est vrai qu'on blâme Kant tout aussi bien qu'Aristote. Mais pourquoi veut-on proscrire la modalité de la théorie du syllogisme ? Parce qu'elle fait entrer, dit-on, la matière de la pensée dans une science qui ne devrait s'enquérir que des formes. Si ceci est exact, il faudrait en effet que la logique s'abstînt de toute recherche sur les modales, ce qu'elle dit avec Hamilton, parodiant une sorte de proverbe scolastique, de modali non gustabit logicus. Mais il n'en est rien, c'est ce que l'on peut voir sans peine.
2 cas seulement se présentent dans la théorie du syllogisme en ce qui concerne l'attribut le plus important des 2 termes de la proposition. Premièrement, où cet attribut est pris absolument dans toute son extension sans aucune limite. Deuxièmement, ou bien il est pris d'une manière relative, il est modifié d'une façon quelconque. Ce sont là les 2 seules formes possibles de l'attribut. Étudier l'une aux dépens de l'autre, c'est mutiler la théorie. Qu'est-ce que devient la conclusion quand l'attribut est absolu? Qu'est-ce qu'elle devient quand il est relatif? Telles sont les 2 questions qu'il faut résoudre. Il n'y a pas plus de matière d'un côté que de l'autre. Le syllogisme des propositions absolues n'est pas plus de la logique pure que le syllogisme des propositions modales. Seulement, comme le nombre des modifications de l'attribut est presque infini, il a fallu se borner. Aristote s'arrête à 2, le nécessaire et le contingent, et il montre d'une manière toute formelle, comme pour le syllogisme simple, des changements qu'éprouve la conclusion selon que les prémices sont ou contingentes ou nécessaires, et selon qu'elles présentent le mélange de l'une de ces 2 formes avec la forme absolue. Il pouvait aller au-delà, comme l'ont bien vu les commentateurs grecs et aussi ses critiques. Il y est même parfois allé. Et à côté de ces 2 modes principaux, il a souvent énuméré le possible, l'impossible, le vrai, comme il pouvait en énumérer tant d'autres. La théorie de la modalité ne s'occupe pas plus de la fausseté ou de la vérité des propositions en elles-mêmes, n'en tient pas plus de compte que l'autre portion de la théorie. Elle ne demande pas du tout si telle proposition est vraie ou fausse, nécessaire ou contingente, mais elle recherche quel est le caractère de la conclusion quand les prémices sont présentées sous la forme de propositions contingentes ou nécessaires. Il n'y a pas là de métaphysique, plus qu'il n'y en a dans le syllogisme catégorique. Et l'on pourrait proscrire ce syllogisme lui-même parce que l'existence y est impliquée, tout aussi bien qu'on proscrit la modalité sous prétexte qu'elle s'occupe des modifications de l'existence. À ce compte, le syllogisme hypothétique aussi devrait rester étranger à la logique pure, car la loi fondamentale de ce syllogisme, c'est d'exprimer une condition et par cela même une modification substantielle. Théophraste Théodème, dont on invoque l'autorité, avait combattu sur plusieurs points la théorie de la modalité. Ils en avaient changé quelques règles, mais ils ne l'avaient admise comme partie intégrante de la théorie générale. Depuis eux, nul logicien n'a prétendu la supprimer. M. Hamilton est jusqu'à présent le seul, si l'on accepte Laurentius Valla au XVe siècle, qui ait proposé ce rattachement.